The Supreme Court has dealt a significant blow to the Trump administration, blocking the president from deploying the National Guard to Chicago. In the 6-3 ruling, the court's 3 liberal justices were joined by Chief Justice John Roberts, Justice Amy Coney Barrett, and Justice Brett Kavanaugh. And today's decision could jeopardize Guard deployments in other cities. With us now, CNN senior legal analyst Ellie Holding is a former federal prosecutor. Walk us through the reasoning here from the Supreme Court, which I have to say is truly interesting. It really is. It's an unusual decision and a major setback for the Trump administration, not just in Chicago, but more broadly. Certaines décisions judiciaires ne se distinguent pas par leur ton, mais par le type de limites institutionnelles qu'elles établissent. À la fin d'une soirée de mardi de janvier, la Cour suprême des États-Unis a publié une décision de 72 pages qui a modifié le fonctionnement de plusieurs secteurs de l'exécutif fédéral. Avec 7 voix pour et 2 contre, la Cour a fixé des limites à la pratique de fédéralisation des unités de la Garde nationale et a immédiatement suspendu la validité d'une série de décrets exécutifs émis par la Maison-Blanche au cours des derniers mois. L'affaire en question découle d'un recours contre une injonction prononcée par un juge fédéral de première instance. Mais la portée abordée par la Cour suprême a largement dépassé le contenu initial de la demande. Au lieu de se limiter à la révision de la décision inférieure, la Cour a décidé d'examiner le bien-fondé de la structure juridique des décrets présidentiels, qui autorisait l'utilisation directe des forces étatiques par l'Union. Et, ce faisant, a établi une interprétation qui, selon les conseillers juridiques interrogés par le Washington Post, affecte au moins 30 décrets présidentiels actuellement en vigueur. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Des rapports internes indiquent que pendant la nuit, des départements entiers ont suspendu les protocoles qui avaient été adoptés depuis le début de la seconde moitié du mandat présidentiel actuel. La réaction a été immédiate, car le texte de la décision exige une mise en œuvre intégrale, sans marge pour des ajustements progressifs. Plus qu'une mesure de contention ponctuelle, la Cour suprême a tracé une ligne de démarcation claire entre les instruments de coordination exécutive et les mécanismes qui exigent une délibération interinstitutionnelle. La mesure avait pour fondement juridique l'interprétation des limites du pouvoir présidentiel sur les agences indépendantes et les forces militaires étatiques sur le territoire national. Dans son vote complémentaire, la ministre Amy Coney Barrett, nommée par le président lui-même à la Cour, a affirmé qu'aucun chef de l'exécutif ne peut abroger par décret les effets d'une loi approuvée par le Congrès. Pour les observateurs du processus constitutionnel américain, cette affirmation indique qu'une partie du collège a identifié une tentative délibérée de chevauchement des compétences et que la décision vise non seulement l'épisode spécifique de la Garde nationale, mais aussi le modèle plus large d'expansion du pouvoir présidentiel. Bien que la Cour suprême ait évité tout langage accusatoire, les termes choisis dans les votes indiquent une préoccupation quant à une possible déformation des fonctions originelles de chaque pouvoir. Le président de la Cour, John Roberts, a écrit que l'utilisation récurrente de l'autorité unilatérale menace le centre névralgique du modèle républicain. Le choix des mots a été interprété par les analystes comme un signe que la Cour a cherché, avec cette décision, à marquer un tournant systémique. Un point à partir duquel certaines pratiques cesseraient d'être traitées comme de simples différends d'interprétation et seraient désormais considérées comme des transgressions fonctionnelles de l'architecture institutionnelle. Bien que l'affaire spécifique ait pris naissance dans l'Oregon, les effets de la décision dépassent les frontières de l'État et ont un impact sur l'ensemble des structures administratives qui avaient été réorganisées sur la base de décrets présidentiels. Sont incluses, par exemple, les directives relatives à l'application des lois sur l'immigration, au contrôle des budgets internes, à la nomination et à la révocation des fonctionnaires
et à l'intervention directe dans les décisions techniques des organismes de réglementation. En suspendant ces dispositions, la Cour a imposé un retour immédiat au modèle précédent, ce qui a conduit plusieurs organismes à interrompre les procédures en cours et à demander des avis d'urgence à leurs services juridiques respectifs. Dans certains cas, les contrats, les réorganisations et les délégations de compétences devront être réévalués ou annulés en quelques jours. Selon des sources internes, la Cour suprême a non seulement limité la portée des ordonnances en vigueur, mais elle a également affaibli juridiquement toute tentative future d'utiliser des décrets exécutifs pour reconfigurer les attributions légales sans passer par les voies ordinaires de délibération législative. Même si la décision n'a pas directement invalidé l'autorité présidentielle dans son ensemble, elle a imposé une redéfinition pratique de la manière dont cette autorité peut être exercée. À partir de ce moment, toute tentative d'appliquer des décrets exécutifs impliquant une modification des compétences initialement attribuées au Congrès devra être accompagnée d'une justification détaillée et sera soumise à un examen immédiat par les instances judiciaires. Les juristes consultés par des médias tels que Reuters et NPR affirment que la Cour a signalé une nouvelle norme de surveillance institutionnelle qui pourrait donner lieu à une série d'actions remettant en cause des décrets antérieurs qui n'ont pas encore été examinés. Ainsi, pour la première fois depuis le début de son mandat, l'exécutif se voit contraint d'opérer dans un cadre juridique plus strict où les décisions auparavant considérées comme des prérogatives administratives doivent désormais être explicitement compatibles avec les normes infraconstitutionnelles et la jurisprudence consolidée de la Cour. C'est en ce sens que cet épisode a été qualifié de tournant, non pas en raison du contenu immédiat des mesures annulées, mais en raison de la manière dont la Cour suprême a réimposé des limites à une tendance croissante de la présidence à intervenir directement dans des domaines traditionnellement partagés avec d'autres instances. Dans ce nouveau contexte, il est d'autant plus important de suivre attentivement les développements institutionnels. Ce canal se consacre à contextualiser les décisions qui, bien que techniques dans leur forme, façonnent le fonctionnement pratique de la démocratie américaine. À partir de là, l'attention s'est déplacée des effets immédiats de la décision vers les fondements institutionnels qui la sous-tendent et vers les vecteurs de convergence qui l'ont rendue viable au sein même de la Cour suprême. Le vote majoritaire ne s'est pas limité à rejeter une pratique spécifique, mais à articuler un argumentaire plus large sur les limites constitutionnelles du pouvoir exécutif en temps normal. L'accent a été mis sur la tentative de consolider une ligne doctrinale, selon laquelle le président ne peut, par le biais de décrets, modifier la nature juridique de structures conçues pour fonctionner avec différents degrés d'autonomie. Cette logique a été appliquée tant aux agences indépendantes qu'aux unités de la Garde nationale, renforçant dans les deux cas l'idée que le contrôle politique ne peut être exercé par décret lorsque la Constitution et la législation ordinaire ont déjà établi des mécanismes de protection institutionnelle. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la formation d'une majorité aussi large au sein de la Cour, comprenant des ministres nommés par des gouvernements idéologiquement différents. En composant le vote majoritaire, le ministre Brett Kavanaugh, également nommé par le président actuel, a fait valoir que la séparation des pouvoirs n'est pas une valeur abstraite, mais une structure fonctionnelle nécessaire à une gouvernance stable. Cette interprétation a été réitérée par Neil Gorsuch, qui a souligné le rôle de barrière juridique que jouent des agences telles que la Commission des valeurs mobilières ou la Commission fédérale du commerce lorsque leurs décisions ne sont pas soumises à l'ingérence directe de la Maison-Blanche. La convergence de ces votes indique que, même parmi les juristes favorables à la théorie d'une présidence forte, il existe des limites reconnaissables dont le dépassement menace la stabilité du système. En ce sens, la décision ne reflète pas un changement idéologique au sein de la Cour, mais un effort délibéré
pour rééquilibrer les fonctions institutionnelles face à un mode de fonctionnement désormais considéré comme corrosif pour la structure originale de la République. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le vote a été structuré comme un avis technique de large portée, plutôt que comme une réponse stricte à l'injonction du juge de première instance. La Cour n'a pas seulement suspendu les effets de certains décrets, mais a réaffirmé qu'aucune interprétation pragmatique de l'autorité présidentielle ne peut prévaloir sur les limites formelles imposées par la Constitution. L'un des passages les plus cités de l'arrêt affirme que l'autorité de l'exécutif ne s'étend pas par commodité ni ne s'élargit en raison d'une lacune normative perçue, mais reste là où la Constitution l'a placée. Cette formulation fait écho à des précédents historiques tels que l'affaire Youngstown Sheet and Tube Covers Sawyer de 1952, dans laquelle la Cour suprême a limité la tentative du président Truman de nationaliser les aciéries pendant la guerre de Corée sans l'autorisation du Congrès. En reprenant ce précédent, la Cour renforce l'idée que la séparation des pouvoirs reste une ligne directrice opérationnelle, même en période de forte polarisation politique et d'instabilité institutionnelle. La décision rétablit également une distinction essentielle entre le pouvoir et l'autorité. Alors que le pouvoir peut être exercé de manière directe et même improvisée, l'autorité nécessite un fondement juridique, une compatibilité formelle avec les principes constitutionnels et une reconnaissance interinstitutionnelle. Ce contraste est apparu clairement dans l'analyse des ordonnances visant à soumettre les agences de régulation à la supervision directe de la Maison-Blanche. Selon le texte de la décision, la tentative de reconfigurer ces structures à partir de commandes administratives porte atteinte au principe d'indépendance décisionnelle dans des secteurs tels que la communication, les marchés financiers, le commerce interétatique et les droits civils. La Cour a fait remarquer que permettre ce type d'ingérence compromettrait la confiance du public dans les décisions techniques et affaiblirait les freins institutionnels qui empêchent l'utilisation politique des instruments réglementaires. Cette interprétation était particulièrement pertinente dans le vote conjoint des juges Elena Kagan et Sonia Sotomayor, qui ont souligné le risque que des précédents de ce type normalisent les interventions futures de tout gouvernement souhaitant instrumentaliser des organismes techniques à des fins circonstancielles. La décision doit donc être comprise comme un effort de réaffirmation fonctionnelle. Les votes ne contiennent aucune suggestion de sanction, de responsabilité personnelle ou de tentative d'invalider la légitimité de la figure présidentielle. Il s'agit plutôt d'une tentative de ramener le fonctionnement de l'exécutif sur la voie de la légalité systématique, en établissant qu'aucune urgence politique ne justifie la suppression des compétences législatives ou judiciaires. Cette ligne d'argumentation trouve un écho dans d'autres secteurs du système. Le Congressional Research Service, dans une note technique publiée après l'annonce de la décision, a déclaré que le jugement crée un nouveau niveau d'exigence légale pour les actes exécutifs qui affectent les structures indépendantes. La note suggère qu'à l'avenir, les ordres de ce type devront être accompagnés non seulement de justifications juridiques formelles, mais aussi de preuves de leur compatibilité avec les limites matérielles de la législation en vigueur. À partir de cette étape importante, d'autres organes commencent à revoir leurs propres interprétations de l'étendue du pouvoir présidentiel. Le Government Accountability Office a déjà annoncé une réévaluation des avis antérieurs sur la légalité de certaines allocations budgétaires effectuées par décret exécutif. Parallèlement, les dirigeants parlementaires de la Commission de surveillance et de réforme de la Chambre ont entamé des négociations afin d'entendre les conseillers juridiques de l'administration sur les critères utilisés pour émettre des ordres qui sont désormais suspendus. Cette initiative ne signifie pas nécessairement qu'il y aura une série d'abrogations rétroactives, mais elle indique que le Congrès entend reprendre une partie du pouvoir décisionnel qui avait été délégué de manière informelle à l'exécutif par inertie
ou par commodité. Ce 6 type de weeks ago, repositionnement est typique des I stood moments beneath- où le système identifie des risques structurels, même s'il n'y a pas, à court terme, de consensus sur la réponse politique la plus appropriée. C'est pourquoi des décisions comme celle-ci ne mettent pas fin aux dilemmes institutionnels, mais les réorganisent sur de nouvelles bases. La chaîne s'engage à suivre ce mouvement avec toute la profondeur et la continuité qu'il exige, sans raccourci ni prévision facile. Le débat autour de la portée réelle de la décision est loin d'être clos. Même parmi les observateurs expérimentés, l'interprétation du jugement reste ouverte, avec des opinions qui varient en fonction de la conception du rôle de l'exécutif et du type de contention que la Cour suprême a cherché à consolider. Pour une partie des analystes, la Cour a réaffirmé un modèle constitutionnel traditionnel, rétablissant l'équilibre entre les pouvoirs et réorganisant la dynamique institutionnelle autour de limites qui avaient été progressivement assouplies. Pour d'autres, cependant, la décision doit être interprétée comme un symptôme d'épuisement, le résultat d'une accumulation de tensions autour de pratiques exécutives qui ont commencé à opérer à la limite des interprétations acceptables, en particulier dans un environnement où le Congrès n'est pas toujours en mesure de répondre rapidement ou clairement. Parmi les juristes qui défendent une conception plus large de l'autorité présidentielle, la principale critique est que le jugement a considérablement augmenté le coût de la gouvernance. Selon cette interprétation, la Cour suprême a établi une nouvelle norme d'exigence formelle, obligeant l'exécutif à démontrer des liens directs, explicites et vérifiables entre ses initiatives et la législation en vigueur. Pour ce groupe, l'effet pratique est une augmentation du risque juridique. Sur des mesures qui étaient auparavant mises en œuvre avec plus de fluidité, en particulier lorsqu'elles impliquent des organismes autonomes, des structures administratives sensibles ou des programmes qui dépendent de la coordination avec les États. La crainte principale est que cette décision entraîne un mécanisme de contention excessif, induisant des comportements défensifs au sein de l'exécutif et réduisant la capacité de réponse en temps de crise lorsque le système exige des décisions rapides et une articulation fonctionnelle immédiate. Dans un contexte de fragmentation du Congrès, cette tendance s'aggrave. Plus le pouvoir législatif se montre incapable de parvenir à un consensus, plus le pouvoir exécutif a tendance à recourir à des instruments unilatéraux, et plus il est exposé face aux nouveaux paramètres judiciaires. Ce courant soutient également que le jugement élargit les conditions d'un scénario de judiciarisation préventive. En renforçant la possibilité d'une contestation immédiate, la décision peut encourager les conflits politiques à migrer de manière plus récurrente vers le pouvoir judiciaire, transformant chaque nouveau décret, ordre exécutif ou reconfiguration administrative en un litige potentiel. Ainsi, ce qui serait un mécanisme de freinage devient, dans cette interprétation, un élément structurel d'instabilité, un environnement dans lequel l'initiative exécutive devient vulnérable non seulement aux critiques politiques, mais aussi aux blocages juridiques qui peuvent interrompre les programmes et générer une incertitude permanente sur ce qui peut ou non rester en vigueur. Contrairement à cette interprétation, certains constitutionnalistes voient dans cet arrêt un mouvement de correction institutionnelle. Pour ces observateurs, la Cour suprême n'a pas imposé un obstacle artificiel à l'exécutif, mais a réaffirmé le principe selon lequel les pouvoirs ne s'étendent pas automatiquement par omission du législatif. Dans cette optique, la décision rétablit une norme fondamentale du présidentialisme américain. Les actes ayant un impact significatif sur les structures autonomes, sur l'équilibre fédératif ou sur la coordination entre les entités administratives, doivent s'accompagner d'une base juridique claire, compatible et expresse. En d'autres termes, la Cour aurait signalé que les lacunes législatives ne peuvent servir de justification pour reconfigurer les structures institutionnelles ou imposer des changements structurels par le biais d'une interprétation extensive. Pour ce groupe,
l'arrêt renforce la prévisibilité normative et la légalité, réduisant la marge d'improvisation et diminuant le risque de concentration informelle des compétences au sein de l'exécutif. Le contraste entre ces interprétations montre que le jugement ne met pas fin à un différend. Au contraire, il inaugure une nouvelle phase dans laquelle le modèle de gouvernance lui-même devient le centre du débat. La question n'est plus seulement de savoir si une mesure donnée était valide, mais devient plus large. Dans quelle mesure l'exécutif peut-il agir en tant que substitut opérationnel d'un congrès paralysé et où commence la violation fonctionnelle de l'équilibre des pouvoirs? C'est sur ce point qu'une troisième approche, axée sur la réponse institutionnelle immédiate et l'impact pratique de la décision sur l'administration publique, prend tout son sens. Cette analyse souligne que les effets du jugement ne se limiteront pas au débat juridique. Le ministère de la Justice, par exemple, pourrait être contraint de réviser rapidement les directives internes qui s'appuyaient sur des décrets exécutifs désormais invalides ou affaiblis. Cela inclut les instructions techniques, les interprétations opérationnelles et les paramètres administratifs qui étaient appliqués comme des routines consolidées. En outre, les agences fédérales qui avaient adopté de nouveaux protocoles décisionnels pourraient devoir soumettre leurs pratiques à des avis juridiques urgents, réévaluer leurs procédures et reconstruire leurs justifications normatives dans des délais courts. Dans des environnements complexes, ce type de révision tend à produire deux effets simultanés, une augmentation de l'hésitation interne et un ralentissement opérationnel. Le point le plus sensible, cependant, concerne l'interface entre le gouvernement fédéral et les structures étatiques. Les programmes fédéraux menés en partenariat avec les gouvernements locaux, en particulier dans des domaines tels que l'immigration, la sécurité intérieure et le contrôle sanitaire, dépendent d'une coordination continue et de mécanismes de coopération pratique. Si la décision est interprétée comme un renforcement des exigences formelles de consentement et de base législative explicite dans certains accords fédératifs, les gouverneurs pourraient revendiquer une autonomie accrue. Cela reconfigure la mise en œuvre des politiques publiques stratégiques, car cela déplace le pouvoir d'imposition de l'exécutif fédéral et transfère une partie du contrôle opérationnel vers des négociations plus complexes. En conséquence, la décision touche directement l'architecture fonctionnelle de l'État, modifiant non seulement ce qui est autorisé en théorie, mais aussi ce qui est viable dans la pratique. Selon les informations disponibles, l'exécutif a réagi de manière fragmentée. Dans certains secteurs, la suspension immédiate des initiatives liées aux ordonnances affaiblies a prévalu, afin de limiter l'exposition juridique. Dans d'autres, cependant, on observe une tentative de continuer à fonctionner, dans ce qui a été décrit comme des marges d'interprétation ou des zones grises sous prétexte que la décision dépend d'une application réglementaire spécifique ou qu'elle n'a pas d'effet rétroactif étendu. Cette situation accroît la tension institutionnelle, car elle affaiblit l'uniformité de l'action gouvernementale et renforce le sentiment d'incertitude. L'administration est désormais confrontée à la fois au défi de la légalité formelle et à celui de la continuité opérationnelle. Le débat se concentre alors sur les limites de l'autorité présidentielle face à un Congrès paralysé. Les conseillers juridiques proches de la Maison-Blanche soutiennent que, face aux omissions législatives, il existerait encore une marge de manœuvre pour des décrets à portée normative limitée, à condition qu'ils n'entrent pas en conflit direct avec les lois fédérales ou la Constitution. En revanche, les votes les plus incisifs de la Cour suprême semblent suggérer une ligne plus stricte. Les lacunes n'autorisent pas les réorganisations structurelles, ni l'extension fonctionnelle des compétences par interprétation. Le débat porte donc désormais sur la question de savoir où s'arrête la gestion légitime d'un vide législatif et où commence le remplacement du rôle du pouvoir législatif par l'action exécutive,
Il n'y a pas encore de consensus sur les développements les plus probables. L'impact final dépendra de facteurs qui seront définis dans les prochaines semaines. Le degré d'adhésion des agences fédérales à la nouvelle jurisprudence. La volonté du Congrès de contrôler et de légiférer de manière plus claire et la stratégie du président face à ce nouveau scénario. Une partie des analystes y voit un processus de rééquilibrage qui pourrait renforcer la légitimité institutionnelle et réduire les excès. D'autres avertissent que, sans critères opérationnels bien définis, ce précédent pourrait entraîner une longue série de litiges judiciaires fragmentés dans lesquels chaque nouveau décret serait immédiatement contesté, ce qui entraînerait une instabilité fonctionnelle constante. Certains estiment également que cette décision pourrait redéfinir le comportement des futurs présidents. Si le système consolide l'idée que la Cour suprême interviendra fermement contre les interprétations excessives, le recours au décret comme instrument central du gouvernement tendra à devenir plus risqué. Cela pourrait entraîner une plus grande dépendance vis-à-vis des négociations avec le Congrès, non pas en raison d'un changement de style politique, mais en raison de l'imposition du coût juridique. Néanmoins, les juristes rappellent que ce réaménagement ne sera durable que si les autres pouvoirs maintiennent leur niveau de contention au fil du temps. Dans le cas contraire, le précédent pourrait subir une érosion pratique et être progressivement contourné sans réaction cohérente. Face à ce scénario en cours de formation, l'interprétation la plus prudente consiste à reconnaître que les institutions américaines traversent un processus de recalibrage. Le jugement représente une étape importante, mais il ne résout pas automatiquement les tensions accumulées. Il ouvre une nouvelle phase dans le débat sur les contours du pouvoir présidentiel dans une démocratie constitutionnelle, et ses effets dépendront moins de la théorie que de la réaction politique et administrative qui s'ensuivra. Une observation attentive de ce processus sera décisive pour comprendre l'orientation du système. Et cette chaîne reste déterminée à suivre les développements avec rigueur, continuité et responsabilité, sans raccourcis ni promesses faciles.